Consommons-nous trop de médicaments en France ? Chez le généraliste, près de 8 consultations sur 10 se terminent par une prescription de médicaments, un chiffre bien plus élevé que chez nos voisins européens. Alors, on peut se demander, patients et médecins sont-ils prêts à plus de sobriété médicamenteuse ? Comment se tourner vers des approches médicales basées sur le conseil et les alternatives thérapeutiques ? Direction le cabinet d'un praticien pour en discuter. Bienvenue dans ce nouvel épisode d'Au cœur de votre pratique, le podcast de l'assurance maladie qui explore les situations rencontrées par les professionnels de santé. Je m'appelle Maude Calvès, je suis autrice de podcast et je vous emmène rencontrer des professionnels de santé pour discuter de leurs pratiques, de leurs approches thérapeutiques, de leurs expériences sur différents sujets de santé. Aujourd'hui, on rencontre le docteur Éric Bernard, médecin généraliste à Nantes. Mesdames et messieurs, dans quelques minutes, nous entrons en gare de Nantes sur la voie 7. Entre le terminus du train, la descente se fera côté droit dans le sens de la circulation. Alors on est devant la maison de santé de la commune de Saint-Herblain, juste à côté de Nantes, et c'est ici que travaille le docteur Bernard, donc je m'apprête à sonner. On a rendez-vous à 15h30. Sélectionnez le nom, puis appuyez sur le bouton Appel. Bonjour, Maude, enchantée. Bonjour, docteur Bernard. Merci de me recevoir. Avec plaisir, bienvenue. Merci. C'est l'occasion de visiter Saint-Herblain. Oui, sous le presque soleil. Sous le presque soleil. D'habitude, il fait quel temps ici ? Ça dépend. C'est Nantes, ça change beaucoup. C'est très variable, voilà. Merci de nous accueillir dans votre cabinet très lumineux, un cabinet tout blanc. On se rencontre aujourd'hui pour parler de surconsommation médicamenteuse. Qu'est-ce qui vous a amené, vous, en tant que médecin généraliste, à questionner votre utilisation de la prescription médicale ? Alors en fait, si on revient à l'origine du médicament et à l'étymologie en grec ancien, pharmakon, c'est vrai que le médicament, c'est à la fois le remède et le poison. Et à la fois, à la fin des études de médecine, on a souvent l'illusion un peu de contrôle, de tout traiter, tout diagnostiquer. Et en tant que jeune prescripteur, on a souvent des bilans avec des examens qui sont assez larges, probablement aussi pour se rassurer, et des ordonnances avec plusieurs lignes, y compris pour des situations bénignes, alors que ce n'est pas toujours nécessaire. Et finalement, avec le temps, avec la pratique et l'expérience, on se rend compte qu'on prescrit moins, parce que les traitements prescrits, ils ne sont pas toujours pris finalement par le patient en pharmacie, ou alors ils sont pris mais ils ne sont pas consommés, ou alors arrêtés prématurément, et on se rend compte que finalement les boîtes elles vont être conservées à la maison ou même repris parfois ultérieurement de façon inadaptée. Ces traitements, ils ne sont pas toujours anodins, il y a parfois aussi des effets indésirables ou une mauvaise tolérance, alors qu'en médecine générale, il y a pas mal de situations bénignes où finalement la prescription, elle n'est pas toujours nécessaire, parfois rassurer, expliquer, apporter des éléments sur l'évolution naturelle de la maladie, et on sait que le facteur temps améliore quand même pas mal de situations. Ça permet aussi de répondre à la demande du patient. Il y a quand même pas mal d'alternatives aux médicaments avec d'autres conseils qu'on va pouvoir donner et d'autres choses finalement parfois plus pertinentes qu'une prescription. Est-ce qu'il y a eu un élément déclencheur dans votre parcours qui a fait qu'un jour vous vous êtes dit « je vais prescrire moins de médicaments » ? Il n'y a pas eu un événement en particulier, c'est vraiment l'évolution où on se rend compte que les médicaments, ce n'est pas toujours la bonne solution. On a parfois l'impression que certains médicaments sont des petits médicaments assez anodins, et on se rend compte avec la pratique que même des médicaments très fréquents, très communs, ont parfois des effets secondaires et que ce n'est pas si anodin que ça. Alors l'exemple typique de cette situation, c'est les IPP. Pendant très longtemps, on les a prescrits assez facilement et reconduits un petit peu de façon chronique, sans re-questionner évidemment leur indication. Et aujourd'hui, on sait que ce sont des médicaments qui ont des effets secondaires, qui ont des risques, à la fois d'infection, peut-être même de fracture, peut-être même de cancer. Donc ce ne sont pas du tout des médicaments anodins s'ils sont pris vraiment de façon prolongée, alors que dans l'idée, en tout cas, c'était entre guillemets des petits médicaments. Est-ce que, au quotidien, dans votre pratique, vous ressentez cette surconsommation ? Alors on voit que pour les patients, la prescription, ça fait vraiment partie des habitudes, du rituel de la consultation, qui va commencer par un bonjour et une carte vitale, et puis se terminer par la remise d'un papier, d'une ordonnance. Les patients, ils sont très attachés. Ça reste vraiment une attente du patient, et souvent, s'il n'y a pas d'ordonnance, le patient va nous dire « mais du coup, je suis venu pour rien » ou alors « je suis malade, mais on ne fait rien ».
Et donc finalement, c'est important de bien communiquer avec nos patients, de les écouter et puis d'entendre leurs inquiétudes, d'expliquer nos choix, d'expliciter nos décisions et puis de se mettre d'accord avec le patient. Parce que les conséquences, elles sont réelles, hein, que ce soit pour le patient directement ou bien pour le système de santé, on le voit bien. À la fois l'impact économique, surtout dans le contexte actuel, l'impact écologique avec les antibiotiques sur toutes les questions d'antibiorésistance. Et puis pour le patient, on voit bien que les médicaments, la chimie, ça les expose à des effets indésirables, parfois graves, qui peuvent mener à des hospitalisations. Ça les expose aussi à des pénuries. Il y a régulièrement des pénuries de médicaments qui sont plus disponibles. Et puis, d'une façon générale, l'impact environnemental, que ce soit avec la production, le transport ou les déchets générés par les médicaments. Et ça, j'ai l'impression que de plus en plus de patients quand même sont sensibles aux arguments environnementaux. Une étude BVA réalisée pendant l'été 2024 montre que 9 patients sur 10 seraient prêts à accepter la non-prescription de médicaments si elle était accompagnée d'explications du médecin. Qu'est-ce que vous pensez de ce résultat ? C'est une très bonne chose et c'est vraiment, je pense, rassurant pour nous en tant que prescripteurs. On se rend compte que les patients, quand même, sont prêts à changer leurs habitudes, à condition, bien sûr, de les informer, de les accompagner de façon adaptée, et notamment en leur proposant des alternatives. Il ne s'agit pas de rien faire, de les laisser sans rien. Et donc, ça passe par informer donc l'évolution naturelle de la maladie, expliquer un peu les symptômes, et puis les rassurer. C'est vrai que certains patients, ils ne veulent pas forcément un traitement s'il n'est pas nécessaire. Ils veulent parfois juste, entre guillemets, être rassurés. Et donc voilà, donner des conseils et puis proposer aussi des actions concrètes. Ça permet, je pense, quand même de garder le patient acteur de sa prise en charge et puis de ne pas tout attendre, de ne pas tout réduire à la prise d'un comprimé ou d'une gélule. De nombreux patients souhaitent privilégier aussi, s'orienter vers des solutions plus naturelles. Et c'est vraiment l'occasion de parler, d'explorer le mode de vie de nos patients et d'ouvrir la discussion sur l'alimentation, l'activité physique, le sommeil, ou vraiment toutes les habitudes de vie en ce qui concerne l'équilibre vie de famille, travail, les relations sociales, la place des écrans ou encore les temps de loisirs. Et puis en médecine générale, pas mal de pathologies bénignes finalement peuvent tout à fait se passer de prescriptions médicamenteuses. Toute la virose ORL, les rhumes, les pharyngites ou respiratoires avec les bronchites, les bronchiolites, des troubles digestifs comme les gastroentérites virales, de la constipation fonctionnelle ou même un lumbago aigu sans signe de gravité ou l'anxiété légère ou un stress passager peuvent avoir une approche non médicamenteuse dans ces situations. Sur quelle pathologie du quotidien peut-on remplacer la solution médicamenteuse par des alternatives thérapeutiques ? Est-ce que vous auriez quelques exemples à nous donner ? Oui, on peut en citer plusieurs. Le rhume, par exemple, hein, c'est vrai que ce soit avec ou sans médicaments, un rhume, il faut compter 7 à 10 jours pour une guérison. Et c'est vrai qu'on peut faire quand même d'autres choses qui vont être efficaces pour soulager les symptômes liés au nez bouché ou à l'écoulement. Que ce soit déjà bien s'hydrater, de laver son nez, de se moucher régulièrement, ou encore des choses très simples, mais pas toujours réalisées, notamment l'hiver, qui est d'aérer son domicile pour éviter un air trop sec. Et puis, je pense que c'est important aussi d'informer le patient que, par exemple, le changement de couleur des sécrétions, du mucus, c'est pas du tout un signe de surinfection et que ça nécessite pas d'antibiotiques et que le patient ne doit pas s'inquiéter en cas de changement de couleur de ses sécrétions. On peut citer la lombalgie aussi, le mal de dos. C'est vrai que les patients, je crois quand même, se sont appropriés le slogan, ou en tout cas on l'utilise beaucoup en consulte, le bon traitement, c'est le mouvement. Pendant longtemps, on a conseillé le repos, l'arrêt des activités, et c'est plus du tout le cas aujourd'hui. Et donc on invite davantage nos patients justement à bouger, à maintenir une activité physique compatible bien sûr avec la douleur. Et c'est vrai que ça va être important de changer régulièrement de position, de continuer à marcher régulièrement, de faire des exercices simples, des étirements, ou bien sûr de prescrire de la kinésithérapie plus formelle. Et puis pour les patients plus connectés, on peut aussi conseiller des applications thérapeutiques ou des vidéos, des supports vidéo qui vont pouvoir montrer aux patients des exercices à réaliser ou le motiver justement à se remettre en mouvement. C'est vrai que le lumbago, c'est vraiment une opportunité souvent pour nos patients et de re-questionner un petit peu leur activité physique et de les remotiver à bouger davantage au quotidien, ce qui est une bonne façon de prévenir les douleurs. Les applications thérapeutiques, c'est vraiment un nouveau secteur qui se développe et je pense que c'est vraiment un support qui est intéressant, notamment pour tout ce qui concerne l'éducation thérapeutique, quand ça nécessite à la fois d'avoir de l'information, des choses très pratiques, notamment des mouvements, des étirements, et puis de rester motivé, d'entretenir un petit peu cette motivation à changer ses habitudes. Et donc les applications
sont en train de se développer pour justement accompagner de façon réelle les patients et a priori de façon fiable. C'est des outils qui peuvent être évalués, faire l'objet d'études comme d'autres approches thérapeutiques. Et une autre situation assez commune l'hiver, c'est la bronchiolite chez le nourrisson. Et c'est vrai que moi j'aime particulièrement la fiche qui est éditée par la HAS avec notamment les conseils aux parents. Dans cette fiche, on va trouver à la fois quelques phrases d'explication sur ce qu'est la bronchiolite et son évolution naturelle, et puis à la fois des conseils très pratiques pour les parents qui sont souvent inquiets, avec notamment les signes à surveiller, les signes de gravité, les modalités très pratiques avec des illustrations pour réaliser le lavage du nez ou d'autres conseils comme la température de la chambre ou l'éviction de l'exposition à la fumée de cigarette. Donc je trouve que c'est une fiche qui est très pratique pour prolonger la consultation et rendre vraiment les parents acteurs de la prise en charge de leur nourrisson. Ils sont souvent très inquiets et quand ils réalisent que non, il n'y a pas de médicaments, il n'y a pas d'antibiotiques, que c'est une situation qui va s'améliorer le plus souvent toute seule, ça leur permet quand même de les maintenir actifs dans la prise en charge, à commencer par la surveillance de leur enfant. Alors ici, on parle vraiment de symptômes physiques, avec le mal de dos, le nez bouché. Peut-on appliquer ces alternatives thérapeutiques sur d'autres troubles du quotidien comme les insomnies ou la dépression? Alors oui, bien sûr, on peut appliquer ces alternatives médicamenteuses dans d'autres situations. On peut parler des troubles du sommeil, notamment avec les conseils autour de l'hygiène du sommeil, de l'endormissement. De nombreux facteurs peuvent influencer l'endormissement et puis la qualité du sommeil. Le stress, l'alimentation, l'activité physique ou encore l'état de santé de nos patients, ou le fait d'avoir des enfants en bas âge. Et donc souvent avec nos patients, c'est l'occasion aussi d'ouvrir cette discussion sur les bonnes habitudes à adopter pour notamment faciliter l'endormissement. L'exposition à la lumière naturelle, notamment en début de journée, le fait d'avoir des horaires de coucher et de lever à peu près réguliers, parce que l'horloge biologique, évidemment, aime bien la régularité. L'environnement de la chambre, la température fraîche, un milieu calme. On va parler aussi de l'alimentation, et notamment d'éviter les repas copieux ou encore la consommation d'alcool avant d'aller se coucher, ce qui reste toujours un bon conseil. Et puis de privilégier les activités calmes, relaxantes avant d'aller se coucher. Évidemment, d'éteindre les écrans, si possible, au moins 1 heure avant l'endormissement. Et puis de mieux repérer les premiers signes du sommeil. Donc finalement, on a quand même pas mal de choses à explorer avec nos patients, en dehors de simplement prescrire une molécule pour faire dormir nos patients. Et puis même dans des troubles de l'humeur, dans la dépression, c'est vrai que les médicaments peuvent être une ressource, mais il y en a d'autres évidemment, à commencer par la place de la psychothérapie, de l'accompagnement, du soutien psychique. Notamment avec le dispositif qui se met de plus en plus en place, Mon Soutien Psy, proposé par l'assurance maladie et qui permet à nos patients de bénéficier de séances de prise en charge auprès d'un psychologue. Et puis dans ce contexte justement de stress, d'anxiété, de morale, évidemment l'hygiène de vie, le mode de vie a une place importante. On sait que l'activité physique, à commencer par la marche, a des effets bénéfiques sur la santé mentale, notre bien-être en général. On sait qu'un nombre de pas quotidien plus élevé est associé à une réduction des symptômes dépressifs et un risque moindre de développer aussi une dépression. Et donc questionner le patient sur ses activités et puis aussi, ses relations sociales, le fait de voir du monde, d'avoir des proches pour échanger, ou encore des temps de loisirs qui sont vraiment importants et participent au bien-être psychique. Vous amenez régulièrement vos patients donc à se passer de médicaments. Comment se passent vos consultations ? Quels conseils vous donneriez à vos confrères, consoeurs pour faire adhérer leurs patients à des solutions non médicamenteuses ? Alors, j'ai pas de solution miracle, mais évidemment, ne pas prescrire, ça veut pas dire ne pas soigner ou ne pas prendre en charge. Et donc, je pense qu'une des choses vraiment importantes, c'est d'écouter, faire preuve de pédagogie et puis aller déconstruire ces fausses croyances qui sont parfois ancrées chez nos patients. On peut avoir l'impression que ça va être plus simple, plus rapide finalement de prescrire un médicament que de prendre le temps d'expliquer pourquoi on ne prescrit pas. Et en même temps, c'est tellement plus satisfaisant de prescrire de façon juste, appropriée, quand c'est nécessaire. Et donc je pense que c'est à nous aussi de prendre de nouvelles habitudes, peut-être de prescriptions non médicamenteuses, et pourquoi pas par écrit, comme une ordonnance vraiment de pharmacie, avec des conseils qui vont être rédigés pour nos patients. Informer nos patients sur les risques associés aussi aux médicaments, qui ne sont pas toujours perçus. La prise d'un médicament, c'est jamais anodin, et même s'ils sont efficaces, ils ne sont pas toujours nécessaires dans certaines situations. Je pense que c'est important aussi de prendre le temps de rappeler l'efficacité de notre système immunitaire, l'histoire naturelle des maladies. Beaucoup de symptômes ou de maladies vont s'améliorer avec le temps. L'organisme est capable de se défendre tout seul dans de nombreuses situations, et que la prise d'un médicament, elle n'est pas toujours associée à une guérison plus rapide ou à un soulagement plus efficace des symptômes. Je pense que c'est vraiment important d'accompagner le patient, de le soutenir dans ses changements d'habitude de vie,
dans une appropriation d'alternatives, avec des conseils qu'on va pouvoir lui formuler et peut-être lui écrire sur une ordonnance non médicamenteuse, des symptômes qui va être important de surveiller et compréhensibles par nos patients, ou des critères encore qui doivent nécessiter de reconsulter ou de reprendre un avis médical. Super. Bon, merci d'être venu jusqu'ici. Merci à vous pour votre temps et bonne continuation. Merci, alors. Au revoir, merci. La pédagogie, c'est finalement la clé pour accompagner les patients vers d'autres solutions thérapeutiques. Aujourd'hui, ils sont de plus en plus nombreux à vouloir y adhérer et les médecins ont un rôle crucial à jouer dans ce changement d'habitude. C'est comme ça que se termine notre épisode sur la sobriété médicamenteuse. N'hésitez pas à écouter l'épisode complémentaire sur la déprescription au moment des renouvellements d'ordonnances. Tous les épisodes au cœur de votre pratique sont à retrouver sur assurance-maladie.fr et sur toutes les plateformes de podcast. À bientôt!